Bon, ces séances de travaux pratiques viennent bien entendu en appui des cours et sont consacrées à la biologie des organismes végétaux. Nous allons commencer par voir cette classification très simplifiée des végétaux. Et nous avons là, ici, les algues que nous avons vues la dernière fois avec l'exemple de la spirogyre. Nous avons vu aussi la dernière fois les bryophytes, le groupe des bryophytes avec l'exemple des mousses. Et nous avons vu aussi les ptéridophytes avec l'exemple de la fougère. Aujourd'hui, nous allons voir les spermaphytes qui contiennent les trois groupes, les gymnospermes, les chlamydospermes et les angiospermes. La différence entre ce qu'on a vu jusqu'à présent et les spermaphytes, c'est la formation de la graine et de la fleur. Donc ici, chez les algues, les bryophytes et les ptéridophytes, il n'y a pas de graines. Mais chez les spermaphytes, il y a la graine et la formation de graines chez végétaux. C'est ce qu'on va voir chez les gymnospermes et chez les angiospermes aujourd'hui. Les spermaphytes, donc, qu'on peut appeler aussi les phanérogames, les spermaphytes sont les plantes à graines. Ils ont une graine. Ce groupe est divisé en trois sous-embranchements. Les gymnospermes, qui sont les plantes à graines nues, c'est-à-dire qui n'est pas enveloppée, la graine n'est pas enveloppée, et les angiospermes, qui sont les plantes à graines protégées dans le fruit. Donc on va retrouver la graine à l'intérieur d'un fruit, c'est-à-dire elle est protégée. Et les chlamydospermes, qui est un groupe intermédiaire entre les deux. Quelques aspects des gymnospermes, morphologie et anatomie des angiospermes. Les gymnospermes. Nous allons étudier les gymnospermes à travers un exemple de pin sylvestre, Pinus sylvestris. Le pin sylvestre. Le pin sylvestre de l'appareil végétatif. Il est constitué par un arbre. Et cet arbre qui peut être long de 40 mètres parfois, avec la classe des Pinopsida, l'ordre des Pinales et le genre Pinus. Le pin sylvestre, cet arbre d'abord, il constitue l'appareil végétatif donc, qu'on va étudier à travers quelques exemples. Les feuilles. Les feuilles sont des aiguilles persistantes de 4 à 7 cm de longueur. Donc ici vous avez des aiguilles qui sont transformées, les feuilles sont transformées en aiguilles. Elles sont insérées par deux sur un court rameau qu'on appelle le brachyblaste. Ici vous avez les feuilles ou les aiguilles qui sont dans des brachyblastes, qui sont les petits rameaux. Et ces petits rameaux, à côté, il y a les grands rameaux ou l'oxyblaste. Ce sont le long rameau qui est là et ce qu'on appelle les oxyblastes qui se terminent par un bourgeon. Le pin sylvestre, la racine est de type pivotante, elle est bien développée et constituée d'axes ramifiés. Ces organes sont constitués par des tissus structurellement et fonctionnellement bien différenciés. L'arbre de pin, c'est le sporophyte. C'est le sporophyte, donc c'est l'appareil végétatif du pin qu'on peut voir. Le pin sylvestre, c'est l'appareil, on va voir l'appareil reproducteur. Dans l'appareil reproducteur, le pin sylvestre est monoïque. Les organes de reproduction mâle et femelle sont portés par des cônes, d'où le nom de conifères. Donc les gymnospermes peuvent être appelés aussi des conifères. Et ces cônes sont distincts, mais qui sont présents sur le même arbre. Donc c'est pourquoi on parle d'espèces monoïques. Monoïque, ça veut dire un seul arbre qui porte les organes mâles et les organes femelles. Ici, on voit le schéma des organes mâles et des organes femelles avec les autres cônes qui sont de grande taille par rapport à ces cônes, jeunes cônes mâles et cônes femelles.
Les cônes de pain, regardez ici les différents types de cônes de pain. On va avoir ici les cônes mâles, ici les cônes femelles, ici les cônes qui sont fermés, jeunes, ici les cônes qui sont ouverts parce qu'ils vont libérer leurs graines à l'extérieur. Ici nous avons des cônes d'un an, ici les cônes de 2 ans, donc après maturation. Les organes de reproduction mâle. Alors, les organes reproducteurs mâles portent sur leur face inférieure 2 sacs polliniques. Donc ici vous avez les cônes mâles, ici vous avez les sacs polliniques, ici, et vous avez ici les écailles, où vous avez ici l'axe du cône. Ici vous avez une coupe longitudinale d'un cône mâle. À l'intérieur de ces sacs polliniques, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver à l'intérieur des sacs polliniques, on va se dérouler la méiose pour donner des microspores qui se développent par mitose pour donner les gamétophytes mâles ou grains de pollen qui seront disséminés. Ces grains de pollen sont anémophiles, c'est-à-dire qu'ils sont véhiculés par le vent. Et c'est pour cette raison qu'ils sont munis de 2 sacs aérifères ou ballonnés. Donc ici vous avez les 2 ballonnés, ici, et vous avez ici le grain de pollen qui est le gamétophyte mâle, Le grain de pollen possède à sa périphérie aussi 2 membranes, une interne qui est l'intime, ici, et qui est mince, une externe qui s'appelle l'exine. Ici, vous avez les organes de reproduction femelles. Ils sont groupés en cônes plus ou moins allongés. Regardez ici les cônes plus ou moins allongés à l'extrémité. Chaque fleur entre parenthèses parce que ce ne sont pas de vraies fleurs, chaque fleur est constituée d'une bractée, c'est-à-dire une écaille réduite, à l'essai de laquelle se trouve une écaille ovulifère, c'est-à-dire qui porte un ovule. En réalité, elle porte 2 ovules et non pas un ovule. Donc 2 ovules par écaille ovulifère. Donc ici vous avez un cône femelle en couple, ici vous avez le sporange à l'intérieur de l'ovule, ici. Donc c'est ce qu'on va voir ici. Ces organes reproducteurs femelles, donc l'ovule qui est ici et qui constitue le sporange femelle, l'ovule est toujours entouré par un seul tégument protecteur. Ce tégument renferme le nucelle. Le nucelle, ici, regardez le nucelle, ou le macrosporange, dans lequel se forment après méiose 4 macrospores. 4 macrospores qui sont formés ici. 4 macrospores. 3 dégénèrent ici. Et la macrospore restant se développe au sein du nucelle par mitose pour donner le gamétophyte femelle ou l'endosperme. Donc ici, vous avez le gamétophyte femelle ou l'endosperme qui est formé ici. La fécondation. Donc l'endosperme possède 2 archégones rudimentaires. Ici, regardez les 2 archégones rudimentaires. Ici, qui différencient au pôle apical ou pôle micropillaire. Ici, le micropillaire, ce pôle micropillaire, ici, à ce niveau-là, pôle micropillaire. Une seule oosphère par ovule sera fécondée.
Dans l'ovule, au contact du nucelle, le grain de pollen émet un filament, un tube pollinique qui est non cloisonné et qui conduit deux gamètes mâles inertes jusqu'au contact d'un gamète femelle. Ce mode de fécondation s'appelle la siphonogamie. La siphonogamie parce qu'il s'agit le tube pollinique, c'est un siphon, il n'est pas cloisonné. Une seule oosphère, donc, par ovule est fécondée par l'un des deux gamètes mâles. Le second dégénère, il se forme un œuf ou zygote. Donc un œuf ou zygote qui va se former. Ici vous avez deux. Une oosphère va être fécondée et l'œuf ou zygote, l'ovule fécondé, reste sur le sporophyte parental. Donc il reste sur le sporophyte parental. Le développement du zygote au sein du gamétophyte femelle, toujours enfermé dans le nucelle, formant un embryon ou jeune sporophyte fils. Jeune sporophyte fils. À certains stades de développement, l'embryon s'arrête à sa croissance, le tegumon de l'ovule se lignifie, un nouvel organe est alors réalisé, c'est-à-dire la graine. La graine. Les cônes s'ouvrent à l'automne et les graines sont alors dispersées par le vent et il y a séparation de la plante mère. Une graine présente une grande capacité de résistance aux conditions extérieures défavorables comme l'hiver et les basses températures, la sécheresse et les conditions désertiques. Les graines sont transportées par le vent. Ici, on voit une aile qui va faciliter le transport par le vent de cette graine. Pendant la germination, la racine primaire pénètre dans le sol et se ramifie et la jeune pousse porte des cotylédones, donc, mais forme bientôt des feuilles juvéniles et des branches latérales donnant naissance à un sporophyte, une plante feuillue qui deviendra un arbre pouvant atteindre 40 mètres de longueur. Le cycle biologique ou le cycle de reproduction du pin sylvestre, il comprend deux générations. Il est digénétique diplo-haplophasique. La prédominance de la génération sporophytique ou de la phase sporophytique se traduit morphologiquement par la taille plus grande du sporophyte par rapport au gamétophyte. Donc nous avons un sporophyte ici avec la phase diploïde à 2N, ici la phase gamétophytique avec la phase AN, ici vous avez les gamétophytes mâles, le gamétophyte femelle, etc. et la formation du zygote à ce niveau. Donc ça c'est pour le pin sylvestre. Conclusion. Les gymnospermes sont les plantes à graines qui n'ont pas de fleurs et ne forment pas de fruits. Leurs graines sont situées à l'intérieur de cônes, c'est-à-dire organes de reproduction. C'est l'équivalent de l'inflorescence chez les angiospermes. Donc ici, vous remarquez bien que la graine qui est formée ici, c'est une graine qui est nue. Il n'y a pas de couverture, il n'y a pas d'enveloppe pour cette graine. Deuxième partie, deuxième volet de cette séance de TP, les angiospermes. La première partie, la fleur et la graine, parce que les angiospermes sont caractérisés par la fleur et la graine. Donc les angiospermes sont des plantes vasculaires du groupe des spermaphytes. Ces végétaux sont appelés plantes à fleurs. Ils portent des fleurs, puis des fruits. Les angiospermes comprennent deux grandes classes, la plante des dicotylédones et les plantes monocotylédones. La fleur. La fleur comprend plusieurs éléments.
c'est-à-dire plusieurs pièces florales. Il y a les sépales qui forment le calice, il y a les pétales qui forment la corolle, il y a les étamines avec leur pollen et le pistil portant les ovules. Donc nous allons avoir l'androcée qui est l'ensemble des étamines contenant du pollen, c'est la partie mâle de la fleur. Il y a le gynécée qui porte le pistil, c'est la partie femelle de la fleur. Donc ici, vous avez une fleur avec les différentes pièces florales. La fleur monocotylédone. La fleur monocotylédone, elle est fondamentalement trimaire. Ça veut dire qu'il contient 3 pièces florales. 3 sépales, 3 pétales, 2 fois 3 étamines, 3 carpelles. 2 fois 3, ça veut dire un multiple de 3 étamines. Donc les pièces florales sont en nombre de 3 ou multiple de 3, ce qui donne une fleur monocotylédone. Pour la fleur dicotylédone typique, elle présente 4 ou 5 verticilles, c'est-à-dire 4 ou 5 verticilles, c'est-à-dire sépales, pétales, étamines et carpelles. Donc ici, nous allons avoir deux types de fleurs. Les fleurs monocotylédones qui sont trimaires, avec 3 pièces florales. Et là, vous avez les fleurs dicotylédones qui présentent 4 ou 5 verticilles de pièces florales. La fécondation. La fécondation, nous avons ici le pistil, et lorsque les grains de pollen se déposent sur le pistil, ils germent. Chaque grain de pollen en germination forme un tube pollinique qui se dirige vers l'ovaire. Il contient 2 gamètes mâles, c'est-à-dire 2 noyaux de cellules spermatiques. Donc, ici, le tube pollinique pénètre dans l'ovule à travers le micropyle. Regardez, ici vous avez le micropyle. Ici, vous avez le micropyle. Le micropyle, il traverse le nucelle pour atteindre le sac embryonnaire. Le sac embryonnaire. Au niveau du sac embryonnaire, on assiste au phénomène de la double fécondation. La double fécondation qui est la double fécondation qui provient du grain de pollen qui est là, par exemple, et vous avez 2 cellules spermatiques. 2 cellules spermatiques, c'est-à-dire l'équivalent de 2 gamètes mâles. Ici, vous avez le noyau du tube pollinique. Ici, vous avez 2 gamètes mâles. Le premier noyau, le premier gamète mâle, est destiné à féconder l'oosphère, ce qui donnera l'embryon à l'origine de la future plante. Ici, fusion du noyau d'une cellule spermatique avec la cellule œuf, l'oosphère, pour former l'embryon qui sera à l'origine de la plante future, et le deuxième noyau qui va s'unir avec les noyaux polaires à l'origine de l'albumène, qui fait partie de la graine et qui servira généralement à nourrir l'embryon par la suite. Donc ici, vous avez la fusion du noyau d'une cellule spermatique avec 2 noyaux polaires dans la cellule de l'endosperma primaire. Ainsi, les entérozoïdes fécondent, l'un des entérozoïdes où l'un des gamètes mâles féconde l'oosphère pour former l'œuf principal qui est à l'origine de l'embryon, ici. Et le deuxième entérozoïde ou le deuxième gamète fusionne avec les 2 noyaux, ici, les 2 noyaux au milieu, les 2 noyaux en bleu, les 2 noyaux en bleu, ici, du sac pour donner l'œuf secondaire à l'origine de l'albumène. L'albumène qui constitue des réserves de nourriture pour assurer
la germination et le développement de la graine, c'est-à-dire de l'embryon après. Donc ici vous avez la fleur, ici vous avez la préfécondation. Après fécondation, qu'est-ce qui va se passer? Après fécondation, il y a un zygote qui est diploïde et une cellule primaire de l'endosperme triploïde. Le zygote forme l'embryon et l'endosperme nourrit l'embryon en croissance. La nourriture pour le développement ultérieur de l'embryon est ensuite stockée dans des cotylédons. Donc ici, vous avez la fleur après fécondation qui devient un fruit, tout simplement. Après la fécondation, la fleur se transforme, le zygote devient une graine, ici au milieu, et l'ovaire se transforme en fruit. Et dans chaque fruit, on va se retrouver avec trois grandes parties. On va avoir l'épicarpe qui est le plus externe, le mésocarpe qui est au milieu et le endocarpe qui est tout à fait au milieu et qui forme la graine avec son enveloppe qui est lignifiée. Donc ici, vous avez l'exemple de la transformation de la fleur en fruit, schématiquement. Si je prends quelques exemples de fruits, par exemple, nous allons ici avoir une amande qui est couverte par des enveloppes. Donc une amande qu'on appelle un drupe, c'est un fruit qu'on appelle le drupe, le noyau qui est l'endocarpe et l'amande qui est la graine. Ici vous avez l'endocarpe qui est dur, qui est lignifié, le mésocarpe qui est charnu et l'épicarpe qui est velouté. Si je prends la pomme par exemple, la pomme on va avoir des graines qui sont les pépins et on va avoir les trois parties bien sûr, on va avoir l'épicarpe, le mésocarpe qui est charnu et l'endocarpe qui est ici à l'intérieur, tout à fait à l'intérieur. Et vous avez ici les restes des pièces florales, ici, les restes des pièces florales. Bien, ça c'est pour le fruit. La graine. La graine c'est très intéressant pour les angiospermes. Ils sont caractérisés par la fleur et la graine. La graine, on va parler d'un exemple de la graine de l'haricot. Alors si je prends la graine de l'haricot de l'extérieur, qu'est-ce que je vais voir? Je vais faire une petite description de la graine de l'haricot. C'est une graine dont la surface est lisse. Elle a une cicatrice blanchâtre qu'on appelle le hile, ici. Le hile. Un petit pore au micropyle, ici, tout à fait en bas. Le micropyle, ici vu de face et il a vu de profil. Donc le micropyle, ici, et une faible crête qu'on appelle un rafet, qu'on va retrouver ici, de profil, ici, là, tout à fait devant. Un renflement de la radicule sous-jacente, ici, est observé du côté opposé du rafet, de l'autre côté du rafet. La graine est recouverte d'un tégument, regardez les téguments, qui couvrent la graine, sont membraneux. Une extrémité de l'axe de l'embryon appelée plumule, ici, plumule, se situe entre les deux cotylédons. Il porte deux petites feuilles pliées, ici. À l'autre extrémité de l'axe de cet axe, on va avoir la radicule, ici, regardez, ici la radicule. Il dépasse les cotylédons. Une partie de l'axe de l'embryon est appelée hypocotyle, l'axe hypocotylé, l'hypocotyle, tandis que l'autre partie est appelée épicotyle. Les réserves, c'est-à-dire les nourritures,
sont stockés dans les cotylédons. Ici, vous avez les deux cotylédons. Donc ici, vous avez, si on ouvre cette graine, on va avoir l'embryon qui est formé par les futures feuilles et la future racine, qui est la radicule, et les cotylédons. Donc la graine va germer. La germination de la graine gonfle en absorbant de l'eau. Les téguments éclatent la radicule, c'est-à-dire la jeune racine va sortir. La radicule va sortir. Il y a l'apparition de la racine s'allonge dans le sol et se couvre de petits poils absorbants. D'autres racines se forment par la suite et la plante commence à pousser. Elle se nourrit des réserves contenues dans les cotylédons qui se situent sous la peau de la graine. L'haricot se soulève, les cotylédons se séparent en deux. Ici, vous avez les cotylédons qui se séparent en deux pour laisser apparaître la gimule, c'est-à-dire de petites feuilles naissantes ici. À la fin de la germination, les cotylédons sont tombés, donc on va avoir les cotylédons qui vont tomber, et les vraies feuilles se développent ici, sur la tige. Ils vont permettre à la plante de s'alimenter grâce à la photosynthèse, bien sûr. Donc la plante n'a plus besoin de ces cotylédons qui sont vidés de leurs réserves. Cette germination, elle est très intéressante et très importante. Donc je vais répéter les trois éléments qui sont essentiels. D'abord, il y a la radicule qui va pousser vers le bas. C'est la racine principale. C'est la racine principale qui est ici, de la plante. Et c'est la première partie de la plantule à émerger de la graine. C'est la première partie qui va émerger de la graine. C'est la radicule. Au-dessus de la radicule se trouve l'hypocotyle. L'hypocotyle qui est là, qui est en vert. Se trouve l'hypocotyle et qui représente quoi? Qui représente la tige, bien sûr, qui porte les deux cotylédons, c'est-à-dire les premières feuilles, ici. Les cotylédons. Les cotylédons, situés dans la graine, ils sont chargés de divers types de réserves, des protéines, des lipides et des sucres. L'hypocotyle. L'hypocotyle, qui est là, c'est la partie de la tigelle située sous l'insertion des cotylédons, donc sous les cotylédons, ici. La germination épigée que nous avons là est alors assurée essentiellement par l'élongation de l'épicotyle ici, qui s'allonge et amène la tigelle au-dessus du sol en se redressant. Donc ça, c'est la graine de l'haricot avec sa germination. La graine de l'haricot est formée par deux cotylédons. L'haricot est une plante dicotylédone. Lors de la germination, les deux cotylédons se dégagent de la graine et émergent au-dessus du sol. C'est une germination épigée. Maintenant, on va voir un autre exemple de la graine de maïs. La graine de maïs que vous connaissez et qui est comme ça, donc il est formé par plusieurs parties. Il y a le péricarpe, il y a une tigelle à l'intérieur, etc. Donc tout ça, on va le voir avec plus de détails par la suite. Donc la graine de maïs en coupe longitudinale.
en coupe longitudinale, on va avoir une graine qui est simple. En coupe longitudinale montre l'organisation avec des réserves. Ici, les réserves d'albumine, ce sont des réserves amylacées. Et vous avez à côté de ces réserves, vous avez l'embryon. Cette graine qui contient l'albumine est appelée une graine albuminée. Si je vois à l'intérieur de cette graine, en coupe longitudinale, qu'est-ce que je vais voir? Je vais voir que le coléoptile qui est ici, le coléoptile se développe en protégeant les jeunes feuilles. Ici, vous avez les premières feuilles, c'est-à-dire les jeunes feuilles qui sont là, en protégeant les jeunes feuilles qui grandissent à l'intérieur. La radicule qui est là, grandit en perçant le coléoryse. Ici, le coléoryse, c'est le tissu qui est là, il le perce et devient la racine principale. On va avoir la racine principale ici. Des racines adventives apparaissent sur le côté. Ici, vous avez l'apparition des racines adventives sur le côté. On va avoir bien sûr les enveloppes avec le péricarpe et les téguments, l'albumine qui est ici, etc. La germination de la graine du maïs. La germination débute par la sortie de la radicule, donc la sortie de la radicule qui est là. Le coléoptile qui est ici, le coléoptile protégeant l'apex et les premières feuilles grandit ensuite. Voilà, elle va grandir ensuite. De nouvelles racines se forment. Il s'agit de racines adventives, un organe intermédiaire entre le système racinaire et le coléoptile. Se développe et croît. Donc il y a apparition de la radicule, développement du coléoptile, puis apparition de nouvelles racines adventives. Donc ici vous avez les étapes de la germination de cette graine de maïs. Le grain de maïs est formé par un seul cotylédon. Le maïs fait partie donc des plantes monocotylédones. Au cours de la germination, le cotylédon reste dans le sol. Il s'agit d'une germination hypogée, contrairement à la germination épigée de la graine de l'haricot. Les angiospermes, deuxième partie, morphologie et anatomie végétale. L'objectif de cette partie est de comprendre l'organisation des végétaux angiospermes d'un point de vue morphologique par l'observation de l'appareil végétatif, mais aussi d'un point de vue anatomique et histologique en réalisant des coupes d'organes végétaux et observant au microscope la structure cellulaire et étudiant les tissus. Morphologie. L'appareil végétatif des angiospermes est formé d'organes végétatifs qui sont la racine, la tige, portant les bourgeons et les feuilles. Chaque organe de la plante a des caractéristiques morphologiques et anatomiques qui permettent de déterminer l'appartenance du végétal à la classe des monocotylédones ou des dicotylédones. Donc ici vous avez une plante avec les différents organes, les feuilles, la tige et la racine. Et nous allons avoir différentes parties de cette plante qu'on va étudier dans cette morphologie végétale. On va commencer par la feuille. Donc la feuille, on peut avoir une feuille simple ou une feuille composée. Mais une feuille d'abord, elle est caractérisée par le limbe. Le limbe, cette partie-là. Cette partie-là,
Le limbe est parcouru par une nervure principale portant des nervures secondaires, c'est ce qu'on remarque ici. Ces dernières se ramifient en nervures plus fines, formant un réseau réticulé. Le pétiole, qui est ici, est la partie étroite de la feuille qui relie le limbe, ici, à la tige. Il peut être élargi à la base pour former une gaine qui est là. Donc ici, nous avons une feuille dicotylédone. Si nous avons ces caractéristiques-là, on va avoir une feuille dicotylédone. Donc ce limbe peut être simple ou composé. Une feuille simple est constituée d'un seul limbe continu. On observe un bourgeon à la base du pétiole. Donc ici, vous avez à la base du pétiole, nous avons un bourgeon qu'on appelle un bourgeon axillaire et qui caractérise cette feuille. Chez les plantes, les feuilles composées, on n'observe pas de bourgeon à la base des folioles. Nous allons avoir un limbe qui est découpé en folioles. Ici, vous avez non pas une nervure, mais vous avez un rachis. Et ici, vous avez un pétiolule pour chaque foliole. Un pétiolule qui porte chaque foliole dans le rachis. Et nous avons à la fin de ce limbe, nous allons avoir un bourgeon axillaire qui marque qu'il s'agit d'une feuille ici. Tout ça, il s'agit d'une feuille composée. Donc les feuilles composées sont caractérisées par leurs pétioles et les pétiolules portant les folioles. Un foliole est une feuille simple d'une feuille composée, tout simplement. Les feuilles monocotylédones. Les feuilles monocotylédones sont simples à nervation parallèle. Le pétiole est absent, il n'y a pas de pétiole. Et la base foliaire est devenue très importante et continue généralement une gaine enveloppant la tige que vous avez là. Donc ici, vous avez la gaine qui enveloppe la tige. Nous allons avoir ici donc les caractéristiques d'une feuille monocotylédone. La nervation est parallèle. Une gaine entourant la tige qu'on appelle ici le chaume. Pourquoi? Parce que la tige elle est creuse ici. Donc si la tige elle est creuse, elle est appelée chaume. Et il y a une présence de ligule ici. Regardez la ligule entre la gaine et le limbe. Entre la gaine et le limbe, il y a la ligule. Et vous avez la feuille monocotylédone ici qui est différente de la feuille dicotylédone. La tige. Donc ici nous avons la tige de la plante et ces tiges-là, les ramifiées dont les axes se terminent par des bourgeons. Donc ici vous avez des bourgeons. Une succession de nœuds. Ici vous avez le nœud et l'entre-nœud. Une succession de nœuds et d'entre-nœuds avec des pas réguliers des feuilles le long de la tige. À l'aisselle des feuilles, un bourgeon axillaire, ici, bien visible. Donc ça, on parle d'une tige, d'une plante dicotylédone. La tige, quel est le rôle de la tige? La tige, elle a un rôle de soutien. Elle soutient la plante. Elle assure la circulation des sèves dans toute la plante. Donc ici, vous avez la sève ascendante et la sève descendante qui passent par la tige. Toutes les tiges sont d'abord herbacées. Certaines, comme par exemple celles des plantes annuelles, meurent après la saison. D'autres, comme celles des arbres, s'épaississent et deviennent ligneuses avec du bois.
Ici, vous avez la tige monocotylédone. On va avoir cette tige monocotylédone qui ou chaume. S'il est creuse de l'intérieur, on va l'appeler chaume. Ici, on va avoir des nœuds et des entre-nœuds. Et ici, vous avez la feuille monocotylédone avec une gaine, avec l'entre-nœud, etc. Donc ça, c'est une tige monocotylédone. La racine. La racine, donc on va voir la racine ici, et le long de la racine principale se développe un nombre de racines latérales. Donc ici vous avez la racine principale, ici vous avez la racine secondaire, c'est la racine latérale, qui à leur tour se ramifient aussi pour former un système racinaire pivotant. La racine pivotante caractérise les plantes dicotylédons. Donc ici, nous avons un système racinaire où nous avons une racine principale et des racines secondaires, et nous avons des radicelles après les racines secondaires. Donc la racine, elle a un rôle de fixation du végétal au sol. C'est un organe d'absorption de l'eau et des sels minéraux. Et c'est un organe de réserve nutritive parfois. La racine monocotylédone, qui est ici, elle est formée par un faisceau de racines adventices à la base de la tige. Le système racinaire est constitué de racines d'égale importance et non ramifiées. Il n'y a pas de racine principale ni de racine secondaire. Le système radiculaire est dit fasciculé. C'est le système racinaire d'une plante monocotylédone. Donc ces caractéristiques-là nous montrent qu'il s'agit bien d'une racine monocotylédone. Un petit tableau qui résume ce qu'on a vu dans la morphologie des organes des plantes. Le système racinaire, il est le plus souvent fasciculé chez les monocotylédones et les pivotants chez les dicotylédones. La tige, elle est sous forme d'un chaume chez les monocotylédones, il est dressé et plein chez les dicotylédones. Et la feuille, elle est sessile, c'est-à-dire sans pétiole, chez les monocotylédones. Elle est engainante, c'est-à-dire avec une gaine à nervation parallèle chez les monocotylédones. Chez les dicotylédones, la feuille elle est pétiolée et avec une nervation réticule. L'anatomie végétale. L'anatomie végétale, un tissu, c'est un ensemble de cellules morphologiquement semblables, ayant la même origine et qui remplissent une fonction physiologique déterminée. L'histologie végétale, c'est l'étude des tissus végétaux. Et l'anatomie, c'est l'étude de la disposition, de l'importance et des rapports entre les tissus d'un organe. Cette anatomie végétale, on peut parler aussi des cellules d'un végétal qui vont se différencier, se spécialiser pour former les différents tissus. Le regroupement de ces tissus en vue d'assurer les différentes fonctions donneront naissance aux organes, c'est-à-dire ce qu'on a vu, la racine, la tige, la feuille et la fleur. La formation des organes et des tissus résulte de l'activité des méristèmes. Ceci est une des caractéristiques des organismes végétaux, puisque chez les animaux, la formation des organes et des tissus a surtout lieu durant l'embryogénèse. Les méristèmes. Alors, qu'est-ce que c'est que les méristèmes? Les méristèmes, le méristème est composé d'un groupe de cellules indifférenciées à activité mitotique importante, responsables de la formation des tissus et la croissance de la plante. Les méristèmes sont de deux types. Il y a les méristèmes primaires qui est dans les tissus primaires et les méristèmes secondaires qui est dans les tissus secondaires. Les méristèmes primaires assurent une croissance en longueur qui permet l'allongement des tiges et des racines et leur ramification.
et les méristèmes secondaires assurent une croissance en épaisseur qui permet une augmentation en diamètre des tiges et des racines. Les cellules issues de la division des cellules méristématiques se différencient progressivement en tissus adultes. Elles se caractérisent par la forme, la structure, la fonction et la disposition. Ces quatre caractéristiques, c'est-à-dire la forme, la structure, la fonction et la disposition, ces quatre caractéristiques nous permettent de mener l'étude anatomique en observant la structure de coupe transversale d'un organe. Ici, on a choisi l'organe qui est la tige, et la plante, on a choisi la bryone dioïque, qu'on appelle Bryonia dioica. Bryone dioïque ou Bryonia dioica, elle est de la famille des cucurbitacées. Elle comprend, elle est de la division des angiospermes. Pourquoi la division des angiospermes? Parce qu'elle possède une fleur. Donc ce n'est pas une gymnosperme. Ce n'est pas une gymnosperme, c'est une angiosperme parce qu'il a une fleur. Et regardez la feuille, comment elle est. C'est une feuille qui est palmatylobée, c'est-à-dire elle est palmée et comme une palme, et il y a des lobes. Ici, vous avez des lobes, donc palmatylobée. Et la racine, c'est une racine tubéreuse. C'est une racine tubéreuse comme le navet. La famille, la classe des dicotylédones, la famille des cucurbitacées. Et la famille des cucurbitacées comprend les végétaux qui présentent au bout de leurs feuilles une vrille. Regardez la vrille qui est là, une vrille, qui leur permet de s'accrocher à des supports. Et dans cette même famille, on va rencontrer la courgette, on va rencontrer le concombre, les pastèques, les citrouilles, le melon, les cornichons, etc. Donc ce sont des plantes qu'on va retrouver dans cette famille des cucurbitacées. Ce sont des plantes dioïques, c'est-à-dire que les sexes sont séparés. Il y a une plante mâle et une autre plante femelle. Donc ici vous avez la fleur de cette Bryonia dioica. Cette fleur elle contient 5 pièces, pétales, 5 étamines, etc. Ici vous avez le fruit qui est une drupe, qui est rouge. Et entre parenthèses, cette plante Bryonia dioica, c'est une plante qui est très toxique. Que ce soit la racine, que ce soit les fruits, c'est quelque chose qui est très toxique, il contient des substances toxiques très dangereuses. Bien. Nous allons prendre cette Bryonia dioica et on va s'intéresser à la tige. On va prélever un morceau de tige ici. Et ce morceau de tige sera utilisé pour faire des coupes transversales et pour voir les tissus qui existent à l'intérieur de cette tige. Donc on va prendre un morceau de polystyrène, on va le couper en deux par une lame de rasoir et on va faire un petit creux à l'intérieur de chaque partie. Et on va mettre notre morceau de tige à l'intérieur de ce creux. Et on va le mettre ici. Regardez ce morceau de tige, il est placé en sandwich dans le sillon creusé dans le polystyrène. Donc ici on va mettre ce morceau de tige, on va apporter notre lame de rasoir et on va faire des coupes transversales ici. Les coupes transversales sont placées dans l'eau de javel de 5 à 15 minutes. Après, on va filtrer, après les 15 minutes, on va filtrer ces coupes et on va les placer dans de l'eau et on va rincer plusieurs fois à l'eau pour éliminer l'eau de javel. Et après, on va mettre le colorant qu'on appelle le carmino vert d'iode, ce colorant-là qui va colorer nos coupes. Les coupes seront placées dans le colorant carmino vert d'iode pendant 15 minutes. Après,
On va voir le protocole expérimental de cette manipulation. En premier lieu, on va mettre les coupes dans l'eau de javel, et l'eau de javel qui va nous permettre de vider les cellules de leur contenu. Les coupes restent formées uniquement de parois cellulaires. On va filtrer ces coupes, on va les rincer. Les coupes sont rincées à l'eau plusieurs fois pour éliminer l'eau de javel. La troisième fois, les coupes sont disposées dans le colorant. Le carmino vert diode, c'est un double colorant parce qu'il va colorer les parois cellulosiques en rose et les parois lignifiées en vert. Et on va faire le montage de quelques coupes entre lame et lamelle pour les observer. Donc on va pour la détermination des tissus, on commence à observer au faible grossissement pour choisir une portion de la coupe mince, ensuite au moyen puis au fort grossissement pour observer et déterminer différents tissus. L'observation microscopique de la coupe transversale de la tige de Brion permet d'identifier l'ensemble des tissus à partir de parois cellulaires. Donc à partir de la paroi cellulaire, on peut déterminer l'ensemble des tissus de cette tige. La paroi cellulaire. Nous avons la lamelle moyenne qui est là. Et cette lamelle moyenne, qu'on appelle la mitoyenne, est la partie la plus externe de la paroi cellulaire. Elle est produite pendant la division cellulaire. Elle constitue le ciment assurant la jonction entre les cellules. Il y a aussi la paroi primaire qui est là. La paroi primaire existe seulement chez les cellules G vénues et elle est indifférenciée. Elle est flexible et extensible, ce qui permet la croissance cellulaire. Elle se dépose entre la lamelle moyenne et la membrane plasmique. La paroi secondaire, qui est en vert ici, la paroi secondaire est formée lors de la différenciation de la cellule. Elle est plus épaisse que la paroi primaire, se dépose entre la paroi primaire et la membrane plasmique. Elle est riche en composés phénoliques comme la lignine. Donc elle contient de l'arénine qui va donner plus de rigidité à cette paroi. Elle peut contenir la subérine ou la cutine pour l'imperméabilité parce qu'elle est imperméable avec la subérine ou la cutine. Le carmino vert diode, notre double colorant, il va colorer la paroi de nature pectocellulosique en rose. Il s'agit donc de cellules vivantes. Et la paroi secondaire, elle est absente. Donc dans ce cas-là, il va colorer uniquement la paroi primaire avec la couleur rose. Les parois lignifiées et subérifiées seront colorées en vert. Il s'agit de cellules mortes et les présences de la paroi secondaire. Donc lorsqu'il n'y a pas de paroi secondaire, là les parois seront colorées en rose. Lorsqu'il y a une paroi secondaire, les parois sont colorées en vert, donc parce qu'ils sont lignifiés dans ce cas. Si on observe cette coupe de Bryonia dioica, on va trouver cette coupe transversale avec plusieurs couleurs, plusieurs tissus. Et on va voir à partir de la périphérie, donc on va voir à partir de la périphérie, on va voir les tissus et les cellules qui se trouvent ici. On va les examiner, on va les analyser, on va essayer de les voir. Donc ici vous avez l'épiderme, qui est un tissu de revêtement. La paroi, elle est rose. Pourquoi elle est rose? Parce qu'elle est de nature pectocellulosique.
Donc il a la couleur rose, il est de nature pectocellulosique, ce sont des cellules vivantes. L'épiderme, avec ses caractéristiques qui sont là, c'est-à-dire la première caractéristique, c'est la nature de la paroi, elle est pectocellulosique. Il forme toujours une seule couche de cellules à la périphérie, et les cellules sont jointives. Regardez, les cellules sont jointives. Ils sont recouverts parfois par une cuticule imperméable. Ils assurent la protection. Ici, vous avez le rôle de l'épiderme, c'est la protection. La protection de l'organe, ici, la protection de la tige. Et parfois, on va retrouver l'épiderme recouvert par une cuticule à la surface, et cette cuticule, elle va être présente sur l'épiderme, au niveau de la feuille et au niveau de la tige. La cuticule imperméabilise la feuille et la tige et prévient donc les pertes d'eau par évaporation. Sur cet épiderme, parmi les cellules épidermiques que nous avons là, on va avoir des cellules stomatiques. Et les cellules stomatiques qui sont là en coupe transversale au niveau de cet épiderme, elles assurent les échanges gazeux, c'est-à-dire la sortie de l'oxygène et l'entrée du CO2 pendant la photosynthèse. Et sous ces cellules stomatiques, on va avoir la chambre qu'on appelle la chambre sous-stomatique. Et ces cellules stomatiques sont formées par deux cellules qu'on appelle les cellules de garde. Donc si je vois ces cellules de garde par vue de face, je vais avoir ici deux cellules. Ici au milieu, l'ostiole, c'est l'ouverture par laquelle se font les échanges gazeux avec l'extérieur. Donc ici, ces cellules stomatiques se retrouvent au niveau des cellules épidermiques, la plus externe des cellules chez la tige de Brion. Le parenchyme. Après l'épiderme, il y a le parenchyme de couleur rose parce qu'il est de nature pectocellulosique, ce sont des cellules vivantes. La paroi, elle est mince. Il y a présence de méas, ces ouvertures entre les cellules, donc les cellules ne sont pas jointives, il y a toujours des méas entre les cellules du parenchyme et les cellules sont arrondies. Et le parenchyme, c'est le tissu fondamental des végétaux. Il va assurer la photosynthèse, il va assurer aussi parfois le parenchyme, la réserve. Le collonchyme, c'est un tissu dont la paroi est rose, donc il est de nature pectocellulosique. Les cellules sont vivantes. La paroi elle est épaisse aux angles. Ici, regardez, la paroi elle est épaisse aux angles. Et la forme des cellules elle est variable. Il assure le soutien de l'organe. Ici, le soutien de la tige. Donc ici, vous avez la paroi qui est épaisse aux angles. Ici, dans ce dessin-là. Et nous avons plusieurs couches de collonchyme. Le scléronchyme qui est là, la paroi elle est verte, elle est lignifiée, contient de la lignine, donc il y a présence de la paroi secondaire. C'est un tissu qui est mort. La paroi elle est épaisse. La forme des cellules elle est géométrique. Ce ne sont pas des cellules arrondies, ce sont des cellules géométriques. Et les cellules sont jointives et le scléronchyme assure le soutien de l'organe. Les tissus rencontrés dans la coupe transversale de la tige de Brion, on a à l'extérieur l'épiderme avec une paroi épaisse vers l'extérieur.
On a le collonchyme avec une paroi épaisse aux angles, parce qu'il s'agit d'un collonchyme anguleux, et le parenchyme cortical qui est là, avec des méas entre les cellules, ces méas qui indiquent qu'il s'agit bien du parenchyme. Et ici, vous avez le sclérenchyme qui est un tissu lignifié avec des parois qui contiennent de la lignine et leur forme qui est géométrique, polyédrique. Ici, vous avez le parenchyme médulaire qui se trouve au centre de la coupe. Donc tout ça, ce sont des tissus qu'on va rencontrer dans la coupe de l'embryon. Au milieu de cette coupe, on va avoir les tissus conducteurs, c'est-à-dire le xylème et le phloème. Le xylème et le phloème qui sont rassemblés dans un faisceau criblo-vasculaire. Et qu'est-ce qu'on voit ici? On voit ici un tissu qui est en vert et qui est le xylème. Le xylème est appelé aussi le tissu vasculaire primaire ou tissu ligneux primaire. En plus de son rôle de conduction, il assure aussi le rôle de soutien car il présente des cellules à parois lignifiées. Le xylème assure le transport de la sève brute ascendante, c'est-à-dire la sève qui monte des racines vers les feuilles. Il existe dans le xylème deux sortes d'éléments conducteurs de sève, les trachéides et les vaisseaux. Les trachéides, ce sont des cellules minces et allongées, et les vaisseaux, ce sont des cellules plus courts et plus gros. Le premier xylème à se mettre en place est le protoxylème. Il est constitué de trachéides. Ici, vous avez les trachéides. Les trachéides sont des cellules mortes, allongées, permettant le transport de la sève brute, c'est-à-dire la sève ascendante. La lignification se fait en anneaux. Donc, la lignification se fait en anneaux. On obtient alors des trachéides annelés, ou bien en spirale, on va avoir des trachéides spiralés, ou bien en rayure, on va parler de trachéides rayés. La sève contenue dans la cellule peut passer d'une cellule à l'autre par les ponctuations. Donc ici, vous avez ce protoxylème ici, et si je reviens en arrière pour voir le protoxylème, regardez le protoxylème, il est là avec ses petites cellules. Les petites cellules, on l'appelle protoxylème parce qu'il est le premier à être formé, à être déposé. Ensuite vient après le métaxylème avec ses grosses cellules, c'est le métaxylème. Donc, le métaxylème avec ses grosses cellules qui sont là. Le second xylème à se mettre en place est le métaxylème, donc qui est là. Le métaxylème, il n'y a pas de paroi transversale entre les cellules. Il se présente sous forme d'un tuyau qui porte alors le nom de vaisseau. La lignification de ce xylème peut se faire soit en barres qui se croisent, ce sont des vaisseaux réticulés, ici, comme ici, ou bien par des ponctualités, c'est-à-dire que c'est un xylème qui est ponctueux, ce sont des vaisseaux ponctueux. Lignification totale, qui laisse des points, tout simplement. Donc ici, vous avez l'ordre de mise en place du protoxylème vers le métaxylème, et là, on parle d'un sens de différenciation du xylème, c'est-à-dire un pôle ligneux, le pôle ligneux qui va du protoxylème vers le métaxylème. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Le xylème fouille le centre, il y a une différenciation centrifuge.
c'est ce que je viens de vous dire, il y a une différenciation qui part du centre de la coupe vers la périphérie de la coupe, c'est-à-dire des protoxylèmes, des petites cellules, vers les grandes cellules. C'est ce qu'on appelle une différenciation qui est centrifuge, c'est-à-dire qui fouille le centre. Une petite remarque, à côté des cellules du xylème, d'autres éléments non conducteurs comme un parenchyme ligneux autour du métaxylème ou un parenchyme cellulosique autour du protoxylème. Une petite remarque, c'est que c'est en parlant de ces métaxylèmes et ces protoxylèmes, avec ces trachéides et avec ces vaisseaux, il faut signaler que chez les gymnospermes, on ne peut pas trouver de vaisseaux comme des vaisseaux réticulés ou ponctués. On va avoir uniquement des trachéides chez les gymnospermes. Donc chez les gymnospermes, il n'y a que les trachéides. Et chez les angiospermes, on va retrouver les deux. Mais sachez bien que le transport de la sève est plus efficace et rapide dans les vaisseaux par rapport aux trachéides. Donc ici, nous allons avoir le xylème, protoxylème, métaxylème. Mais à côté de ce xylème, on a un autre tissu conducteur qui est le phloème. Et on va retrouver le phloème ce côté-là, le protophlоème et le métaphloème. Et de l'autre côté aussi, on va trouver le phloème interne, ici, de l'autre côté. C'est ce qu'on va voir dans ce faisceau criblovasculaire, le phloème. Le phloème, c'est aussi le tissu criblé. Et le phloème permet la circulation de la sève élaborée, c'est-à-dire provenant des feuilles. Il est formé par des cellules vivantes. Elles sont de deux sortes. Donc, il y a les éléments conducteurs, qui sont les tubes criblés. Ce sont des cellules vivantes à parois pectocellulosiques. Les tubes criblés, dépourvus de noyaux, sont dépourvus de noyaux, et les parois transversales sont criblées de pores appelés cribles. Permet le transit de la sève. Ici, vous avez les cribles. Ici, vous avez les cribles, schématiquement. Et si on voit ces cribles vus de face, on va avoir qu'il y a des pores à l'intérieur. Donc, les tubes criblés en coupe longitudinale montrent qu'il y a des cribles. À côté de ces éléments conducteurs, il y a des éléments non conducteurs qu'on appelle des cellules compagnes. Les cellules compagnes, ce sont des cellules vivantes avec un noyau. Elles sont étroites, allongées le long du tube criblé. Donc ici, vous avez les cellules compagnes à côté. Ici, regardez la cellule compagne. Ici, vous avez la cellule compagne. La cellule compagne, ce sont des cellules vivantes avec un noyau. Elles sont étroites, allongées le long du tube criblé et leurs parois sont cellulosiques. Ils ne sont pas criblés, ces cellules-là, et qui participent au contrôle de la circulation de la sève dans les tubes criblés. Diagnose. Après avoir déterminé l'ensemble des tissus de la tige de Brion, nous allons dégager les principales caractéristiques qui nous permettent de définir la diagnose d'organe, c'est-à-dire de quel organe il s'agit. Et la diagnose de classification, c'est-à-dire est-ce qu'il s'agit de monocotylédone ou de dicotylédone. Critères d'organe. Alors, pour déterminer de quel organe il s'agit, il faut voir trois choses. Il faut voir la symétrie, il faut voir la disposition relative du phloème et du xylème, il faut voir le sens de différenciation du xylème. La symétrie. Donc, si je prends la coupe de la Brion, je vois qu'il va avoir une symétrie axiale, c'est-à-dire une symétrie par rapport à un axe qui passe au centre de la coupe. C'est une symétrie axiale. Après, il y a la disposition du xylème et du phloème, et je vois ici que le xylème il est au milieu, et le phloème il est de part et d'autre de xylème.
Donc il s'agit bien d'un xylème et d'un phloème qui sont superposés. Et la différenciation du xylème, ici vous avez une flèche qui part des petites cellules, c'est-à-dire protoxylème, vers le métaxylème. Et cette flèche part du centre de la coupe vers la périphérie, c'est-à-dire il s'agit d'un xylème à différenciation centrifuge. Donc, diagnose d'organes, si nous avons une symétrie axiale, et si nous avons un xylème et un phloème superposés, et si nous avons un xylème à différenciation centrifuge, en plus, il y a d'autres critères qui confèrent qu'il s'agit d'une tige. L'épiderme avec cuticule et stomate, le cylindre central est plus développé que l'écorce. Il s'agit bien d'une tige. Si je prends par exemple une racine, on ne va pas avoir le xylème et le phloème superposés, on ne va pas avoir le xylème à différenciation centrifuge. On ne va pas avoir d'épiderme, on ne va pas avoir un cylindre central plus développé que l'écorce. Donc il s'agit bien d'une tige ici. Diagnose de classification. Donc on va avoir deux critères pour dire est-ce qu'il s'agit de la classe dicotylédone ou de la classe monocotylédone. Le premier critère, c'est la structure. Est-ce qu'il y a une structure secondaire? Et le deuxième, le nombre de cercles de faisceaux criblovasculaires. Donc, ici, si je vois le faisceau criblovasculaire, xylème et phloème, je vois qu'il y a entre le phloème et le xylème, il y a le cambium. Le cambium, c'est un méristème qui va former la structure secondaire chez la tige. Donc le cambium, c'est une assise génératrice libéo-ligneuse. Elle va former une structure secondaire, donc il y a présence de structure secondaire. Le nombre de faisceaux criblovasculaires, je vais avoir deux cercles de faisceaux criblovasculaires, un petit cercle et un grand cercle. Donc il y a deux cercles de faisceaux criblovasculaires. Il s'agit bien d'une tige dicotylédone. Si je prends par exemple un autre exemple de tige comme l'asperge, Asparagus officinalis, et là qui se présente de cette façon-là, je vais faire une coupe transversale, je vais faire la coupe avec la même manipulation, avec le colorant, le carmino-verdiode, et je vais avoir cette coupe-là qui est là. Et je vais analyser les tissus qui se trouvent dans cette coupe-là pour dire est-ce qu'il s'agit d'une tige, est-ce qu'il s'agit d'une monocotylédone ou de dicotylédone. Et je vais avoir les tissus de l'asperge, Asparagus. Ici, vous avez à la périphérie, vous avez l'épiderme, le parenchyme cortical, le sclérenchyme, le parenchyme vasculaire, et vous avez le phloème et le xylème dans les faisceaux criblovasculaires ici. Si je vais voir les critères d'organes, je vais avoir ici le critère d'organe. Est-ce qu'il y a une symétrie axiale? Oui, il y a une symétrie axiale. Regardez l'axe de symétrie qui est au centre ici. Et si je vois ici le faisceau criblovasculaire, je vais avoir le xylème et le phloème qui sont superposés. Et regardez le xylème qui est en V. Il est caractéristique, donc il est en V, et vous avez le phloème ici et le phloème là, avec cette couleur rouge qui est la couleur du phloème. Ici vous avez le métaphloème, le métaxylème et le protoxylème qui est là. Et nous avons une flèche du pôle ligneux, c'est-à-dire la différenciation centrifuge du xylème du centre vers la périphérie toujours. Diagnose d'organes. Il y a une symétrie axiale, le xylème et le phloème sont superposés, et le xylème a une différenciation centrifuge. En plus, il y a d'autres critères qui confèrent qu'il s'agit d'une tige. Il y a un épiderme avec des stomates, il y a le cylindre central est plus développé que l'écorce. Donc il s'agit bien d'une tige. Diagnose de classification. Il n'y a pas de structure secondaire. Si je vois ici le faisceau criblovasculaire, entre le xylème et le phloème, il n'y a pas de formation secondaire, c'est-à-dire il n'y a pas de cambium. À ce moment-là, il n'y a pas de structure secondaire. Les faisceaux criblovasculaires sont disposés sur plusieurs cercles. Donc si je vois les faisceaux criblovasculaires, le premier cercle, le deuxième cercle, le troisième cercle et le quatrième cercle. Donc ils sont disposés sur plusieurs cercles.
Donc il s'agit bien d'une tige monocotylédone. Si je fais cette comparaison avec des schémas uniquement, en rouge j'ai le phloème, en vert j'ai le xylème, le tissu ligneux, et je vois ici qu'il y a un très grand nombre de faisceaux cribrovasculaires qui sont disposés sur plusieurs cercles. Ici vous avez un seul cercle de faisceaux cribrovasculaires. Et ici, vous avez entre le xylème et le phloème, vous avez ce combiome qui est formé ici, c'est-à-dire ces structures secondaires. Donc, lorsqu'il y a ces structures secondaires et lorsqu'il y a un petit nombre de faisceaux cribrovasculaires, je parle de dicotylédone. Et lorsque j'ai plusieurs faisceaux cribrovasculaires, il n'y a pas de combiome, il n'y a pas de structure secondaire, je vais parler de monocotylédone. Conclusion. La méthode d'étude des tissus que nous avons établie ici, coupe transversale et coloration, peut être réalisée pour tous les organes végétaux. Et que ce soit la feuille, la tige, la racine, le pétiole ou n'importe. La présentation des tissus primaires des angiospermes a pour objectif de construire une vision des organes des plantes à l'échelle des tissus, mettant en relation leur structure et leur fonction.